Normalement, pour une adoption légale, tu payes à la limite un passeport, un billet d'avion. Et tu payes certainement pas entre 50 000 et 70 000 dollars pour avoir un bébé. Donc, tu as vu des factures à 50 000 dollars. Ouais. Et quand tu as vu ça, tu t'es dit directement que tu as été... Bah, d'où le mot de papa, ne va pas croire qu'on t'a acheté. Voilà. Et là, je me suis dit, bah, en fait, si. Si, en fait, ils ont acheté un bébé au Liban et pendant la guerre. Bonjour Caroline. Bonjour Paola. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui pour que tu nous transmettes ton histoire. Je sais que tu as été un enfant adopté et que tu l'as su seulement récemment et que tu as été arraché à ta famille biologique il y a 38 ans de ton pays d'origine, le Liban. Exactement. J'ai appris il y a 3 ans que j'avais été effectivement adoptée et que je suis victime d'un trafic d'enfants international, des enfants du Liban pendant la guerre. Je crois, parce que c'est pas du tout certain, que j'ai été adoptée à l'âge de quelques semaines, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois. J'ai appris seulement l'année dernière que ma date de naissance officielle sur mes papiers d'identité correspond en réalité à la date choisie pour mon transfert en France. Donc je suis née avant cette date-là, c'est-à-dire avant le 7 octobre 1985. Et je suis arrivée en France début novembre 85. Je suis arrivée dans une famille française, habitant à Paris, dans un très bel appartement. J'ai eu une belle enfance, mais je me suis toujours sentie très différente des autres. Jusqu'à peut-être 12-14 ans. Et pourquoi tu te sentais différente? Qu'est-ce qui était différent par rapport aux autres? Ça s'explique pas. En fait, tu sais, quand tu arrives à l'école, à partir de la 6e par exemple, tu dois te lever, le prof fait l'appel dans la classe. Et en fait, à chaque fois qu'il prononçait mon nom et mon prénom, je me sentais pas à l'aise, j'avais envie de me cacher, j'avais honte, je me sentais coupable. Mais je savais pas. En fait, il n'y avait pas de matière pour savoir pourquoi. Tu l'expliquais ça à tes parents? Non, ils ont jamais su. Ils n'ont jamais su quoi que ce soit. J'ai jamais osé leur dire parce que j'avais peur de ne plus être tolérée. Donc j'ai jamais osé vraiment poser de questions. Ils faisaient tout pour que ce soit une omerta en fait et que ce soit bien planqué sous le tapis et puis que ça ressorte pas du tout. Et j'ai ressenti ça jusqu'à ce que je sois moi-même enceinte. Et là, en fait, en devenant maman toi-même, quand tu as été adoptée, il se passe un autre truc. Et j'ai commencé à vouloir savoir, à me poser des questions et à comprendre en fait pourquoi je me sentais si différente, pourquoi je me sentais mal à l'aise avec tout le monde. J'ai toujours été introvertie. C'était quoi ta relation avec tes parents adoptifs durant ton enfance, avec ta mère, avec ton père adoptif? Bah, ça a été une relation très particulière. J'ai eu un papa extraordinaire qui s'est énormément occupé de moi, qui m'a tout appris. Et j'ai eu une maman avec laquelle on ne s'est jamais comprise, qui passait sa vie à dire mais quand est-ce que tu vas rentrer dans le moule ? Quand est-ce que tu vas rentrer dans le moule? J'entends cette phrase encore depuis toute petite dans ma tête. Bah, je ne rentrerai jamais dans son moule parce qu'elle ne m'a jamais portée au sens propre. Et j'ai une relation très conflictuelle et très compliquée avec elle tout du long. On ne s'est jamais comprise, on ne s'est jamais croisée. J'étais pas son enfant. Je ne peux pas expliquer. Il n'y avait pas cette alchimie, cette relation qu'on peut avoir avec une maman. J'ai jamais connu ça avec elle. Tu te sentais aimée par rapport à elle? Tu avais l'impression qu'elle te considérait comme sa fille ou il y a toujours eu un... Il y a toujours eu un caillou dans l'engrenage, ouais. Et je savais qu'elle m'aimait, mais elle ne m'aimait pas comme j'en avais besoin, en fait. Et j'ai senti beaucoup de, je sais pas, une espèce de rivalité entre elle et moi. Je disais A, elle disait B, je pensais blanc, elle pensait noir. On n'arrivait jamais à se mettre d'accord et j'étais toujours mal à l'aise en fait avec elle. Il y avait quelque chose, même physique en fait, où j'arrivais pas forcément à aller vers elle, j'arrivais pas forcément à faire de câlins. Et donc elle t'a jamais dit que tu as été adoptée, elle te l'a jamais expliqué? Alors ils m'ont dit que j'avais été adoptée par l'intermédiaire d'une mère porteuse à l'époque. Mais il y a 38 ans en fait, les mères porteuses ça n'existait pas. Ils m'ont raconté que j'avais été trouvée dans une alcôve d'église, ils m'ont raconté que j'avais été trouvée dans la montagne au Liban. Ils m'ont raconté monts et merveilles pendant 35 ans. Jusqu'au jour où j'ai tapé du poing sur la table en disant maintenant, vous arrêtez, en fait, vous allez me dire la vérité. Et en fait, il y a 12 ans, j'étais enceinte de ma première fille et j'ai été très malade et le chirurgien à la maternité m'a dit, écoutez, j'ai besoin de connaître vos antécédents familiaux pour connaître votre maladie, expliquez-moi. Et je leur ai dit, moi je ne sais pas, demandez à ma maman. Et ma maman a répondu, j'en sais rien, j'ai oublié, c'était il y a trop longtemps. Premier tilt, je me suis dit, mais comment tu peux oublier que tu as été enceinte, que tu as accouché, c'est pas possible. Et puis ensuite, pareil, pour se marier, il fallait remplir les certificats de baptême. Et donc le prêtre me dit, t'inquiète, j'ai le temps, je vais aller regarder tes certificats de baptême. Et puis il m'appelle un jour et il me dit, mais tu sais, le nom et le prénom qu'il y a sur le certificat de baptême, ce ne sont pas les tiens. Ce ne sont pas les parents que je connais, c'est pas... Jacques et Christelle, comme ils s'appellent. C'est d'autres prénoms, un autre nom de famille, mais ça ne me correspond pas. Et le nom de famille qui était sur le papier, c'est tes parents biologiques? Apparemment. D'accord. Sauf qu'en fait, il a constaté qu'à côté, il y avait marqué « emprunté ».
Et donc du coup, apparemment, sur mes papiers officiels, je serais née de parents biologiques avec des noms fictifs, parce qu'ils souhaitaient probablement pas être retrouvés ou ce genre de choses. Enfin, c'est ce que je croyais en tout cas à l'époque. Quand ils ont commencé à te dire que c'était une mère porteuse, puis ensuite que tu étais trouvée dans les montagnes, puis d'autres histoires comme ça, tu te disais quoi? Tu te Je me disais disais, que c'est un ils se mensonge? moquent de moi. Ok. Vulgairement parlant, ils se foutent de moi, littéralement. Ils sont forcément au courant de ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à interroger la gardienne de l'immeuble, par exemple, parce qu'elle était là bien avant qu'eux s'installent dans l'appartement. Donc je me suis dit, si ça se trouve, elle m'a vu arriver, elle sait quelque chose. Et petit à petit, les langues se sont déliées. Et donc elle m'a dit que mes parents lui avaient raconté, par exemple, que j'étais issue d'une maman qui était très jeune, très vulnérable, et qu'elle ne pouvait pas me garder. Et que donc du coup, j'avais été adoptée. J'ai fini par petit à petit rassembler des éléments pendant que j'étais enceinte avec le prêtre. Et puis un jour, avec mes 2 enfants, on descend les 5 étages en ascenseur et puis mes filles s'amusent à dire oh bah moi j'ai les cheveux de papa. Oh bah moi j'ai le regard et les yeux de mamie, tu vois par exemple. Et arrivée au rez-de-chaussée, ma grande me dit mais toi maman, franchement t'as aucune ressemblance avec tes parents, à croire que ce ne sont pas tes parents. Et ça a commencé comme ça. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à te poser. Et là j'ai dit ouais en fait c'est elle qui m'a ouvert les yeux et je me suis dit mais elle a raison. J'ai été promenée pendant toutes ces années, elle me dit ça, et j'en avais jamais parlé devant elle. Je me suis dit, en fait, les enfants ont quelque chose d'inconsciemment perceptible. Et là, je me suis dit, ouais, non, en fait, ça y est, c'est bon, je veux savoir la vérité, et puis je vais aller taper du poing sur la table pour savoir. Et comment ça s'est passé, justement? Alors, j'ai commencé à poser des questions à mes parents pour leur demander si j'étais bien née au Liban, déjà. Parce qu'après tout, j'avais des papiers, mais je me suis dit, puisqu'ils me racontent n'importe quoi, si ça se trouve, ça aussi, c'est n'importe quoi. Donc je suis bien née au Liban. J'ai été dans un orphelinat dans les montagnes de Beyrouth. Ça, c'est tes parents qui te l'ont dit? Ouais, ils m'ont dit ça. Et t'y croyais? Tu t'es pas dit que c'était encore un mensonge? Bah si, en fait. Et par contre, ce qui était horrible, c'est que tu te dis, ils m'ont menti sur ça. Donc en fait, ils m'ont peut-être menti sur plein d'autres choses dans ma vie. Et je me suis dit, en fait, je les connais pas. C'est vraiment cette impression que j'ai eue. Je me suis dit, mais en fait, toute ma vie est basée sur un marécage, un mensonge. Et pourtant, j'ai essayé de me construire, d'avoir un super métier que j'adore, un mari, des enfants. Et je me suis dit, en fait, avec tout ce socle solide, en dessous, c'est marécageux au possible. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et tu t'es dit, je connais ni mes parents, mais je me connais même Je pas me connais pas moi-même, qui suis-je? Et alors, en fait, au fur et à mesure que je cherche, je tombe sur un dossier que mon papa finit par me donner. Il finit par craquer un jour et il me dit, voilà, oui, tu as été adoptée, oui, nous sommes passés par l'organisme du Liban, et puis on est passé par cette avocate, mais ne va pas croire qu'on t'a acheté. Et alors là, ce mot-là, je me souviens toute ma vie, j'étais en train de conduire, il y a 3 ans, avec lui à côté de moi. On était sur l'autoroute. J'ai cru que j'allais avoir un accident. J'ai commencé à trembler, je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi il dit ça en fait? Pourquoi il emploie ce mot-là alors que ça ne devrait pas avoir lieu d'être? Parce que j'avais eu des copines qui étaient adoptées et puis alors elle racontait que les parents avaient eu un agrément, qu'ils étaient passés par la DAS, qu'ils avaient fait les choses en toute légalité. Et moi j'entends ce mot-là, acheter, et là je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Et donc il me donne le nom de la personne, il me donne le dossier. Et là, je me rends compte que c'est pas mon vrai prénom, que ma date de naissance, c'est pas ma date de naissance officielle, que je suis née avant, que je suis pas née à Beyrouth même, mais probablement à côté. Et tout s'écroule. Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu ressens quoi? À ce moment-là, tu t'es dit que tu as été victime d'un trafic d'enfants? En fait, à ce moment-là, toute ma vie s'écroule. Je me dis, mais qui suis-je? C'est vraiment ça. Je perds l'identité totalement. Alors, tout le monde s'amuse dans les amis en disant, bah, du coup, tu peux fêter ton anniversaire comme tu veux, parce que la date, c'est pas la bonne, tu vois. Et puis, en fait, le prénom qu'on m'aurait donné à la naissance, c'est le prénom Linda. Linda? Ouais. Et en fait, c'est mon 3e prénom sur mes papiers d'identité. Mais là, pareil, mes parents m'ont dit, ah, bah, il y avait une arrière-grand-tante dans la famille qui s'appelait comme ça, donc on a voulu te donner ce prénom-là. Alors qu'en réalité, c'est le prénom que peut-être les sages-femmes ou l'infirmière à l'époque m'avaient donné à la naissance. Et dans mon dossier, j'ai retrouvé des factures. Et là, bah, tu te dis, mais attends, c'est bizarre, parce que normalement, pour une adoption légale, tu payes à la limite un passeport, un billet d'avion, peut-être un timbre fiscal pour un passeport, une carte d'identité, mais tu payes certainement pas entre 50 000 et 70 000 $ pour avoir un bébé. Donc, tu as vu des factures à 50 000 $? Ouais. Alors, pas à 50 000 $ d'un coup, mais plusieurs petites factures qui font une somme atteignant 50-60 000 $ au total. Ouais. Et quand tu as vu ça, tu t'es dit directement que tu as été... Bah, d'où le mot de papa, ne va pas croire qu'on t'a acheté. Voilà. Et là, je me suis dit, bah, en fait, si, en fait, ils ont acheté un bébé au Liban et pendant la guerre. Là, c'est tout qui s'écroule. Là, c'est mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est complètement illégal, c'est immonde. Vous avez volé le bébé d'une femme. Vous avez empêché une femme d'être maman. Vous avez profité de la vulnérabilité
d'une jeune femme qui était perdue, livrée à elle-même très certainement parce que c'était la guerre, parce qu'elle pouvait probablement pas avoir ce bébé, parce que c'était une relation illégitime, elle devait pas être mariée, etc. Et en fait, vous avez joué avec ça et vous lui avez pris son bébé, quoi. Et là, ce jour-là, je me suis vraiment sentie arrachée à quelqu'un. Tu leur en veux? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est paradoxal. Je leur en veux parce que je trouve que c'est immoral au possible de faire quelque chose comme ça. Et d'un autre côté, j'ai eu une très belle vie. Et donc, en fait, tu es dans un conflit de loyauté énorme. D'un côté, tu es reconnaissante de la vie qu'ils ont pu t'offrir, mais en même temps, tu te sens trahie. Seule, perdue, pas reconnue. Exactement, ouais. Et quelle était ta relation avec tes parents adoptifs à partir du moment où tu as su que tu avais été arrachée à ta mère biologique, que tu avais été achetée? Je les ai confrontés. Je suis arrivée chez eux en trombe, très en colère, en leur disant voilà, j'ai découvert ça, ça, ça et ça. Donc j'ai imprimé certaines choses que j'avais trouvées sur Internet. Je leur ai expliqué ce que j'avais compris, ce que j'avais vu. Et je leur ai dit maintenant, expliquez-moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? On s'en souvient pas, c'était il y a trop longtemps. On n'a pas les détails. Et là, tu dis ouais, je dis mais arrêtez. Là, ça suffit, c'est bon, quoi. Enfin, il y a un moment où assumez vos actes, quoi. Et j'avais 36, 37 ans. Je leur ai dit, je suis moi-même maman de 2 enfants. Je suis mariée, je suis une adulte. Je peux entendre. Expliquez-moi. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Donc C'est fait, c'est fait. On a eu une très belle vie. Et puis alors là, ils m'ont expliqué que j'avais été planquée pendant les 6 premiers mois de ma vie. Parce que quand je suis arrivée en France en novembre 85, avec mes petits papiers, une couverture et un pyjama, j'étais pas reconnue en France. Et comme ils avaient fait un agrément à l'ADAS un an avant, quand je suis arrivée en France, ils ont rappelé l'ADAS. Et là, j'ai un courrier dans mon dossier où ils disent, voilà, on a une petite fille qui est tombée du ciel. Comment on fait pour régulariser la situation en France? Dites-nous quelle est la démarche à faire pour faire une adoption plénière en France. Donc basée sur une petite fille qui sort de nulle part et qui est arrivée comme ça en France par la magie du Saint-Esprit. Donc en fait, ils ont fait passer cet achat de bébé en France pour une légalisation de mon identité en France et pour obtenir un jugement d'adoption plénière et donc que je sois officiellement à eux. Et donc, ils sont allés jusqu'à changer mes papiers d'identité et à dire que je suis leur enfant biologique à eux sur les papiers d'adoption plénière. Donc quand tu regardes mes papiers d'adoption, il y a marqué fille de et de avec leur prénom et leur nom. Alors qu'en fait, je suis née au Liban, ce ne sont pas mes parents biologiques. Mais en France, en fait, ils ont signé ces papiers d'adoption plénière. Et c'était au bout de 6 mois, parce que ça prend beaucoup de temps de faire une adoption plénière, de passer devant le juge, de rassembler les papiers, etc. Donc comme si tu étais née en France et qu'ils t'avaient récupérée à l'ADAS. C'est ça. Donc il y a marqué que je suis née au Liban quand même. Il y a marqué la date du 7 octobre, mais ce n'est pas ma date d'anniversaire. Il y a marqué Caroline alors que mon prénom c'est Linda. Enfin, tout est modifié, changé, bien gentiment emballé pour que ça passe en fait auprès du gouvernement, quoi. Et puis petit à petit, j'ai fait des tests ADN. Il y avait des noms, il y avait beaucoup de noms, beaucoup de familles. Et je me suis dit, mais par où je commence, comment ça se passe? Et donc je me mets à chercher sur Facebook et Instagram. Et je me dis là, je vais forcément trouver quelque chose en tapant les noms et les prénoms des gens sur le résultat C'était les noms ADN. de quoi? Les noms des gens qui avaient le même ADN que toi? Ouais, avec lesquels tu partages de l'ADN. Ok. Tu avais beaucoup du coup du sang libanais à 100%. Alors c'est comme ça justement que j'ai su que j'étais complètement libanaise. Parce que et tes parents adoptifs, ils sont français? Ils sont français, maman est allemande. Ok. Et mon père a des origines italiennes. D'accord. Et là, je me rends compte que je suis 100% libanaise. Et mon père m'avait dit à l'époque, si ça se trouve, ton père biologique est peut-être un soldat venu prêter main forte pendant la guerre du Liban. Donc si ça se trouve, tu as des origines européennes, plutôt du Nord. Et puis une maman libanaise, on n'en sait rien. Si ça se trouve, c'est ceci. Si ça se trouve, c'est cela. Enfin, lui, pareil, il s'invente des histoires au fur et à mesure et il les transmet. Et donc, j'ai été très rassurée de savoir que j'étais complètement libanaise. Par miracle, sur ces tests ADN-là, tu peux savoir à peu près la ville d'origine, ou en tout cas la région d'origine. C'est comme ça que j'ai vu que j'étais originaire de la Bekaa, au Liban, donc qui est en fait la plaine au milieu des 2 chaînes de montagnes, ce qui a été un super indice aussi, voilà. Et puis, explorer les noms, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, ou des choses comme ça. Tu mets ce que tu veux en nom d'utilisateur. Tu mets ce que tu veux en nom d'utilisateur, et du coup, ça devenait très compliqué. Et je suis tombée sur une association sur Facebook qui s'appelle Les Adoptés du Liban, avec des gens incroyables, qui ont vécu la même histoire que moi, et qui s'entraident en fait dans les recherches ADN. Et il y a une femme dans ce groupe-là qui est particulièrement douée sur le sujet, et avec elle, on a exploré chaque nom, chaque prénom, chaque poste, chaque relation de segment ADN par rapport à moi, etc. Parce que l'ADN ne ment pas. Et plus je voulais me rapprocher de la vérité, et plus les portes se fermaient. Pourquoi?
Alors, il faut savoir qu'en 1985, le gouvernement libanais était chrétien. Et donc, chez les chrétiens, tu peux mettre des bébés à l'adoption. Alors que si ça avait été un pays musulman, où le gouvernement était musulman, ça aurait été interdit. Et donc là, il t'explique en fait que comme c'est chrétien, les adoptions peuvent avoir lieu. Et c'est une bonne nouvelle parce que les femmes qui ont fauté hors mariage étaient victimes des crimes d'honneur là-bas. Et donc en fait, les crimes d'honneur, c'est quand soit le père biologique, un oncle, un papa, un grand-père se donne le droit de tuer la femme qui a fauté avec son bébé in utero. Fauter, c'est-à-dire avoir une relation hors mariage. Avoir une relation sexuelle hors mariage, exactement. Et donc en fait, la femme avec son bébé risquait d'être tuée pour laver l'honneur de la famille. Et ils estimaient que si tu tuais la femme et sa faute, tu pouvais sauver l'honneur familial. Et donc cette avocate, qui a été intermédiaire pour les adoptions, se sert de cet argument-là en disant « mais on sauve la vie des enfants ». En plus, c'est la guerre, donc on va les sauver de la guerre. Alors qu'en fait, la seule raison, c'est finalement d'assouvir la demande des couples victimes d'infertilité dans des pays européens, dans des familles riches, qui veulent à tout prix avoir un enfant et qui se servent en fait de cet intermédiaire-là pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais en fait, là-bas, tu pouvais acheter un bébé de la même manière qu'aujourd'hui, tu vas sur Amazon et tu t'achètes un truc qui vient d'un autre pays. C'est la même chose. Ça va aussi vite. C'est genre une livraison express, parce que mes parents donc, avaient fait la demande d'agrément pour une adoption en France. Ils se sont rendus compte que les délais pour un bébé étaient très très longs. Parce que c'est extrêmement encadré. Donc ça prend beaucoup plus de temps. C'est ça. Ça a des années d'attente entre les tests psychologiques, l'agrément pour la maison et tout ce genre de choses. Tu peux faire 3, 4, 5 ans. Et surtout le temps qu'il y ait un bébé qui soit présent. Des fois, c'est même impossible impossible d'adopter. Des fois, c'est même impossible. Là, ils ont fait l'agrément, ils ont obtenu leur agrément. Ils ont entendu parler de cette avocate par l'intermédiaire d'amis qui avait fait la même chose, mais via la Colombie. Et les amis ont dit, t'as qu'à essayer d'appeler ce numéro de téléphone-là. Cette femme, elle pourra t'avoir un bébé. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et dans mon dossier, je retrouve une lettre où ils lui écrivent en août 85 en disant voilà, on a un agrément en France, mais on n'a pas de bébé. On veut un bébé, idéalement une petite fille, idéalement en bonne santé, si possible brune, yeux marrons, etc. Enfin, tu mets les caractéristiques physiques de la même manière que tu commandes une bagnole sur Internet en disant voilà, je veux telle couleur, tel siège, tel machin. Et elle leur répond. Elle dit ok, le prochain bébé, ce sera pour vous. En disant ça va tellement vite, au bout d'un mois. Un mois. Et on a un bébé pour donc toi, tu étais même, tu venais de naître, tu avais 3 jours. Mais je sais même pas si j'étais née. J'en sais rien. Et je suis tombée en fait sur un témoignage d'une femme qui raconte en fait les agissements de cette avocate et qui se plaint en fait du côté illégal des adoptions via cette avocate. Qu'est-ce qu'elle raconte dans le témoignage ? Elle raconte en fait que cette avocate a été arrêtée pour trafic d'enfants international parce qu'en fait dans les années 90, il y a eu un changement au gouvernement. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Cette personne était convaincue que l'avocate en fait faisait du trafic d'enfants. Donc en fait, ils ont commencé à enquêter sur elle au Liban et à se rendre compte que c'était tellement facile pour elle d'obtenir des papiers d'identité, d'obtenir plein de choses, que c'était pas normal. Et en enquêtant, ils lui ont dit vous faites du trafic d'enfants, vous avez une nounou, elle est complice. Et elle a arrêté tout ce petit monde. Et en fait, cette femme, elle se vante beaucoup d'avoir justement un mari au gouvernement. Son papa a été pédiatre, très facile donc, du coup, pour examiner les bébés et puis pour être en contact avec des maternités et trouver des bébés, en fait, tout simplement. Et elle faisait ça en toute impunité parce qu'elle disait beaucoup qu'elle avait plein d'amis partout. Et comme elle rendait service à des personnes libanaises qui souhaitaient avoir aussi des bébés, en fait, dès qu'elle satisfaisait une demande, la personne lui était très reconnaissante parce que quand tu, entre guillemets, offres un bébé à quelqu'un, waouh, c'est formidable, assouvir le désir de maternité d'une personne, t'es éternellement reconnaissant. Et donc, du coup, t'es partie au Liban il y a 11 mois. Pourquoi tu t'es dit je vais partir au Liban Parce que psychologiquement, moi, ça allait plus du tout. J'en voulais trop à mes parents. Je me posais trop de questions. Et je me disais, mais est-ce que vraiment j'ai été victime de ce trafic ou pas ? Ça me paraissait tellement tout le temps dans le doute, en fait. Et je me suis dit, mais il faut que je sache. Et donc, on y est allé. Alors, à l'instant où je suis arrivée, j'ai eu envie de faire demi-tour. Je suis tombée malade directement. Arrivée à l'aéroport, une catastrophe. Je pense que toutes les émotions, en fait, remontaient à la surface. On a marché dans les rues. Et mon mari m'avait dit, tu veux prendre un taxi ? J'ai dit non, surtout pas. J'ai dit, on va s'imprégner de l'odeur, du paysage, de la manière dont est fabriquée la ville, etc. On va marcher, on va flâner dans les rues et tout. Et j'ai commencé à m'ancrer à ce moment-là. Et là, tu t'es sentie, t'as ressenti une appartenance ? Ouais, tu t'es sentie, j'avais l'impression que mes pieds s'ancraient dans le sol, en fait. Un peu comme quand tu marches dans du béton, tu vois, alors que c'est pas encore sec. Je me suis dit, en fait, c'est ça mon pays d'origine. En fait, je suis née là, j'ai un sentiment d'appartenance à nouveau. Ma vie est en France, mais au moins je sais d'où je viens. Et le fait de voir le paysage, etc., ça a été magnifique. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé sur un guide, pas tout jeune, mais c'était très bien parce que
En fait, il était au Liban pendant la guerre. Et donc, il m'a raconté comment c'était un peu pendant la guerre au Liban, avec les bombardements. Et il me dit, mais tu sais, moi aussi, j'ai aidé des enfants à partir du Liban. Et il me dit, mais tu sais, moi, j'ai eu vraiment l'impression de les sauver, ces bébés-là, parce que tu aurais probablement été destiné à une mort certaine. Donc, oui, c'est horrible d'avoir arraché des bébés, mais en même temps, c'est fantastique parce que tu as eu une belle vie que tu n'aurais jamais pu avoir autrement. Et là, je me suis dit, mais quand même, quoi. Enfin, Tu lui as expliqué ton histoire? C'est ouais. pour ça qu'il t'a dit ça? Ouais, je lui ai expliqué. Et en fait, tout le séjour, pendant une semaine, c'est tourné autour de ça, en fait. Sur ses histoires, sur son histoire à lui, sur la guerre, sur les bombardements, sur le bateau. Parce qu'à l'époque, l'aéroport de Beyrouth était bombardé. Donc en fait, pour partir du Liban, on allait dans des petits bateaux cachés sous des couvertures jusqu'à Chypre. Et à Chypre, en fait, on pouvait prendre un avion pour une destination internationale. Et il raconte en fait tout ça, comment ça se passait, l'aéroport de Jounieh qui était là pour ça, les passeurs qui récupéraient évidemment de l'argent au passage, le douanier à l'aéroport qui lui aussi récupérait quelques sous pour laisser passer des femmes avec des bébés. Où tu suspectes un peu l'identité et ce genre de choses. Et donc, avec le guide au Liban, on est allé voir l'avocate. Et toi, tu connaissais du coup le nom de l'avocate? Je connaissais le nom de l'avocate grâce à mes recherches. Et mon père avait fini par me lâcher le nom à un moment donné. Et en fait, je cherche sur Google l'adresse de cette avocate. Avec mon mari, on la trouve. Et au Liban, il me dit, on y va pas. Alors, ouais, j'étais comme ça, hein, je veux dire. Mais je lui dis, bon, écoute, on est là. Je suis pas venue pour rien, on y va. Donc, le guide nous amène chez cette avocate. T'as ressenti quoi avant de rentrer dans la... C'était un bureau, c'était un appartement? Un appartement. Comment tu t'es sentie quand t'arrivais sur... Très très mal. Très très mal et je savais que j'allais mettre les pieds là où il fallait pas. C'est un peu l'interdit, mais en même temps, t'en as besoin. C'est l'interdit, j'en ai besoin. Elle est vieille, elle a 83 ans. Elle va peut-être pas durer 107 ans, tu vois. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je me suis dit, peut-être, à son âge, elle va finir par cracher quelques informations. Et tu lui as donné tu lui as expliqué ton histoire au téléphone ou t'as menti? Non, j'ai omis en fait de lui raconter mon histoire. Je lui ai simplement dit que j'étais l'un des bébés qu'elle avait transféré en France, à Paris. Et en fait, pour gagner sa sympathie et pour pouvoir aller la voir, je lui ai expliqué que j'avais une vie très heureuse, que c'était formidable, que grâce à elle, j'avais pu avoir des parents aimants, une belle vie, etc. Et elle m'a dit, mais je serais ravie de te revoir. Et là, je me suis dit, ok, là, t'as un ticket, il faut y aller en fait. Et donc, on arrive chez elle. Sa fille arrive en même temps. Sa fille s'assoit dans un coin. Elle fume beaucoup de cigarettes. Elle boit beaucoup de café. Elle est là un peu comme un chien de garde. Sa fille, elle a peut-être, je sais pas, 45 ans, quelque chose comme ça. Très en retrait, mais très observatrice. Et tu te sens, en fait... observée, mais pas de manière saine et bienveillante, en fait. Tu sens qu'elle est là au cas où on risquerait d'agresser quelqu'un. Elle va bondir directement et tout. C'est limite pas si elle avait un fusil à côté d'elle, quoi. Ouais. Et puis alors, l'avocate, elle est toute fine, elle est toute petite. Quand tu la vois, parce que je sens que tu es quand même quelqu'un qui ressent un peu les énergies et tout. Quand tu la vois dans l'appartement, qu'est-ce que tu ressens chez elle? Est-ce que elle émane quelque chose de mauvais Le mal incarné. Ah ouais. Dans ses yeux, dans son regard, dans sa manière de parler, même sa manière de s'asseoir, sa manière de recevoir, son appartement avec énormément d'objets de valeur, des salons un peu partout. Elle s'attend en fait à ce que tu l'agresses, à ce que tu lui poses des questions, etc. Et donc on s'assoit en face d'elle et elle me dit, mais t'as une belle vie, t'as un mari, t'as des enfants, qu'est-ce que tu veux là? Je dis, je voudrais savoir, je voudrais comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Pourquoi? Quel âge elle avait, cette femme? Est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce que vous savez quelque chose? Et là elle me dit, mais il n'y a strictement rien à dire. Si je parle, je vais en prison. Je dis donc, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher, parce que sinon, vous ne parleriez pas de prison. Elle me dit, ah non, j'ai déjà fait de la prison, j'ai déjà été arrêtée pour trafic d'enfants, ils ne savent pas de quoi ils parlent, je ne dirai plus rien, sinon j'irai en prison. Et en fait, elle était complètement fermée, mais elle part dans une pièce d'à côté, elle revient avec un dossier, elle me dit, voilà, ça c'est ton dossier. Et elle a soigneusement enlevé, avant de revenir dans la pièce, toute la partie qui concernait la famille biologique et ce genre de choses. Elle se souvenait de mon père. Elle me dit, je ne me souviens pas de votre maman, mais je me souviens de votre papa. Je dis, mais ah bon, mais vous ne l'avez jamais rencontré? Elle dit, bah si, à l'aéroport, quand je t'ai déposée dans ses bras. Je dis, bah très bien. Et en fait, elle me dit, mais là, t'as rien besoin de savoir. Elle me dit, tu sais, toutes ces petites jeunes, là, toutes ces petites connes, entre 14 et 17 ans, qui font n'importe quoi, qui couchent avec n'importe qui, bah c'est bien fait pour leur gueule. Et je dis, mais en fait, on parle de femmes, d'êtres humains, de bébés. Enfin, c'est pas une poupée. Elle me dit, bah oui, mais bon, elles avaient qu'à pas faire des conneries, c'est tant pis pour elles. Et puis de toute façon, il vaut mieux ça que d'être tuée. Je dis, ah bah oui, en effet, il vaut mieux ça que d'être tuée, mais bon, quand même, enfin, vous avez été arrêtée pour trafic, vous vous dites que vous avez sauvé des bébés de la guerre,
ça correspond pas en fait. Elle dit, je parlerai pas, je veux pas aller en prison. Et toi qui avais qui a voyagé de France pour aller au Liban, qui rencontre cette femme, quand elle te ferme les portes alors que tu es à ça de savoir la vérité, tu ressens quoi? La rage. Tu ressors de là, tu as envie de tout éclater. J'étais en colère, j'étais frustrée, j'avais envie de vomir. J'étais pas bien, je tremblais. Mon mari était désolé pour moi. Mais elle nous dit qu'elle travaille avec une maternité qui s'appelle Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul était tenue par des bonnes sœurs. Et je me suis rendu compte, en fait, sur Facebook aussi, qu'une bonne sœur, sur son lit de mort, délivrait des informations sur les enfants adoptés. Et en fait, cette bonne sœur-là, pour mourir en paix, avait décidé de tout raconter sur les enfants adoptés qu'elle avait eu entre ses mains et qu'elle avait elle-même mis à l'adoption comme ça pour des familles adoptantes. Et je me suis dit, peut-être qu'à l'orphelinat, qui est noté sur mes papiers, peut-être que les bonnes sœurs, elles vont aussi faire ça. Donc avec mon mari, on décide d'aller à l'orphelinat, tenu aussi par des bonnes sœurs à Beyrouth, là où j'étais supposée être née, soi-disant. Et donc on y va. On est accueillis par 2 bonnes sœurs. Alors déjà, c'est un endroit absolument sublime qui surplombe Beyrouth, avec un énorme cèdre au milieu d'un jardin. Enfin, c'est splendide, la vue est magnifique sur la mer et tout. Donc déjà, moi, l'émotion monte à ce moment-là beaucoup parce que je me dis, en fait, j'ai transité à cet endroit-là, c'est sublime. Et en fait, le contraste entre cet endroit magnifique et le drame de la guerre est assez déconcertant. On arrive et elles disent, mais on n'a jamais eu de bébé ici. Regardez, c'est un orphelinat aujourd'hui qui est destiné à protéger les femmes victimes de violences. Et ils nous demandent de repartir. Et le guide, à ce moment-là, il dit, attends. Il dit, on va demander à la mère supérieure. Et puis à un moment donné, la mère supérieure arrive et elle me dit, bon, moi je vais vous raconter. Et je dis, attends, tu vas me raconter vraiment? Elle me dit, oui, moi je vais vous raconter parce que je pense que c'est important pour vous de connaître vos origines et de savoir comment ça s'est passé. Alors on sort, elle me dit, voyez, là ça a été bombardé, maintenant il y a juste un jardin avec un cèdre, mais en fait quand vous étiez bébé, la nurserie c'était ici. C'est bête comme information, mais le fait de savoir que effectivement tu as transité là, que tu as été là, qu'elle te montre l'endroit, rien que ça psychologiquement, en fait, ça enlève une toute petite partie du marécage, ça met un socle un peu plus solide. Et elle me dit, voilà, elle me dit, vous inquiétez pas, elle me dit, vous étiez très bien traités, on avait tout ce qu'il fallait, parce qu'en fait, ils avaient des partenariats, justement, en fait, grâce au pot de vin et ce genre de choses, pour avoir du lait, des couches, des couvertures, des pyjamas, des petits doudous et des trucs comme ça, quoi. Donc elle me dit, vous en faites pas, en fait, on s'est bien occupé de vous. Et elle me dit... on n'a pas forcément d'archives, mais je vais quand même vérifier. Et puis, je vais voir si vous étiez vraiment effectivement à l'orphelinat et si je peux trouver une information sur autre chose. Et on repart comme ça, sans y croire. Une semaine plus tard, quand on est rentré à Paris, elle m'appelle. Elle me dit, je suis allée regarder en fait et je vous ai retrouvé dans les papiers d'archives de l'orphelinat. Vous avez bien transité ici quand vous étiez bébé. Ça a duré quelques jours, c'était juste le temps de faire vos papiers pour partir en France. Pour vous éviter justement la maltraitance et ce genre de choses. Avant que l'avocate vienne vous chercher pour partir. Là, je me suis dit, j'ai enfin une réponse. Il y a enfin quelqu'un qui me dit un truc concret, qui est vrai, pour le coup, parmi tous ces milliers de mensonges les uns après les autres, etc. Et elle me dit, vous savez, le 7 octobre, c'est effectivement pas votre date de naissance. Le 7 octobre, c'est les papiers qui ont été fabriqués le 7 octobre pour vous faire partir. Et elle me dit, en revanche, on vous a appelé Linda. Je dis, oui, je me dis, mais comment elle sait, tu vois ? C'est pas possible qu'elle sache, ça s'invente pas. Elle me dit, vous savez, à l'époque, quand les femmes accouchaient, quand on savait pas quel prénom donner, on regardait le saint ou la sainte du jour et on donnait en fait le prénom du saint ou de la sainte du jour à l'enfant qui venait de naître. Et elle me dit, la sainte Linda, c'est le 28 août. Elle me dit, donc ça veut dire que potentiellement vous êtes née le 28 août. Et là, je me dis, je change de signe astrologique, je suis plus moi-même. Je peux fêter mon anniversaire à plusieurs dates. Et je me dis, ouais, en fait, ça y est, j'ai une autre information qui est primordiale, en fait, à ce moment-là. On se promène dans la Bekaa, quasiment jusqu'à la frontière syrienne, et je vois, en l'espace de quelques instants, 2 panneaux publicitaires. Et ces 2 panneaux-là, c'était les noms que j'avais dans mon test ADN. Et je lui dis, oh là là, regarde, je dis, là, il y a le panneau, là, il y a un autre panneau. Ce sont les noms qui sont sur le test ADN, il faut absolument qu'on investigue là-dessus. Alors, on n'a pas eu le temps, mais justement, c'est ma prochaine étape d'un autre voyage au Liban, c'est de retourner là-bas. Parce qu'on m'a toujours dit, le Liban est un tout petit pays, les gens se connaissent très bien. Donc, aller voir dans ces villages-là. Et effectivement, sur les résultats du test ADN, quand on analyse les noms de famille et leur provenance géographique, ça vient de la Bekaa. T'as expliqué tout ça à tes parents adoptifs, toutes les démarches que t'as fait? Non. Ils savent pas? J'en ai expliqué une partie. J'ai dit à mes parents que j'étais partie au Liban, mais j'osais pas leur dire. J'avais peur en fait qu'ils s'inquiètent.
qui pensent que je n'allais plus les aimer. Donc c'est mon mari qui leur a dit, comme on arrache un sparadrap, on part au Liban avec Caroline la semaine prochaine. Je leur ai dit que j'avais vu l'avocate, mais je leur ai tout tourné en mode bienveillance. Ah, c'était sympa de la revoir, elle nous a bien reçus, j'ai enrobé comme j'ai pu, parce que j'avais peur de leur faire de la peine. Et je voulais pas en fait qu'ils se sentent à leur âge délaissés, et que s'il arrivait quelque chose parce qu'ils ont un âge avancé, ils partent sur une mauvaise impression en fait. Mais je leur ai pas parlé des tests ADN, je leur ai pas parlé des recherches, je leur ai pas dit tout ce que j'avais su. Et j'en ai encore plus voulu à ma maman jusqu'à aujourd'hui. Mais mon papa et moi, ça nous a rapprochés quand même. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce qu'il a lâché le morceau, il a dit la vérité. Donc je pense qu'il a soulevé l'omerta et que ça lui a fait du bien en fait de se confesser entre guillemets quoi. Parce que, tu me dis si je me trompe, mais toi tu as vécu toute ta vie dans le mensonge. Ouais. Mais eux, ils ont vécu toute leur vie aussi, ils ont menti quoi. Bien sûr. Et ça doit être dur aussi de je dire la vérité. Je pense qu'un mensonge en entraîne un autre. Ouais. Ils se sont embourbés dans leurs histoires. Et tu crois après à tes mensonges. Mais bien sûr, oui. C'est vraiment un cercle vicieux. Et pourquoi tu penses qu'ils t'ont menti? Parce que c'était illégal et qu'ils avaient peur que tu... Parce que c'était complètement illégal, parce que tu dépenses pas une somme d'argent de dizaines de milliers de dollars pour avoir un enfant, c'est pas possible. Parce que peut-être qu'ils avaient peur d'être arrêtés aussi, je sais pas. Mes parents avaient peur qu'on m'enlève au départ et ils osaient pas dire que j'étais arrivée chez eux. Ils m'ont planquée, je sortais pas. La nounou avait pas le droit de me sortir. Ou alors quand il y avait eu très peu de monde, le samedi, le dimanche, dans le quartier, etc. Si quelqu'un appelait de la DAS ou je ne sais qui, il fallait dire que les parents travaillaient pas, qu'ils étaient en congé maternité, alors que c'était pas vrai du tout. Moi, ma maman s'est jamais occupée de moi, elle m'a jamais emmenée à l'école, elle est jamais venue me chercher. Et à l'inverse, mon père m'a tout appris. Mon père m'a sorti comme un trophée, il m'a appris énormément de choses, on a partagé d'excellents moments. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai toujours eu l'impression d'avoir un papa, mais pas une maman. Elle m'a plus parlé pendant presque 1 an, parce que j'ai quitté l'entreprise. J'ai démissionné en bonne et due forme en lui disant voilà, je vais changer de métier. Mais je détestais ce qu'il faisait parce que c'est un métier qui est très masculin, alors que moi j'avais envie, en fait, depuis toute petite, d'aider les autres. Et bizarrement, tu vois, par rapport à ma propre histoire, me spécialiser en périnatalité pour aider les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants à cause de blocages psychologiques. Donc c'est ça mon métier. Moi, je suis coach en périnatalité et thérapeute aussi pour les enfants. Et quel bonheur d'arriver à débloquer l'esprit des femmes pour qu'elles tombent enceintes. Et elle n'a jamais compris, elle n'a pas supporté. Ta maman adoptive, elle ne pouvait pas avoir d'enfant? Elle ne pouvait pas. Elle sait pourquoi elle ne pouvait pas? Parce qu'elle est tombée enceinte. Et qu'un matin, elle est partie de la maison. Et elle est revenue le soir et elle s'était faite avorter. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas eu la loi de Simone Veil qui légalise l'avortement. Donc elle est allée voir des faiseuses d'anges qui ont fait la boucherie. Et donc en fait, ça lui a complètement bousillé son système reproducteur. Et elle ne pouvait plus avoir de bébé. Et là, s'en est suivi une quête obsessionnelle de je veux un bébé à tout prix. Et ça, c'est mon père qui me l'a confessé lors d'une discussion qu'on a eue tous les deux, parce qu'il aurait bien aimé être papa à ce moment-là. Qu'il était complètement déconcerté quand elle est rentrée le soir et qu'elle a dit qu'elle n'avait plus de bébé dans son ventre. Et je lui ai dit, mais en fait, elle avait sa chance. Elle n'a pas voulu la saisir, prétextant des obligations professionnelles. Et elle est allée voler le bébé d'une autre qui, elle, aurait peut-être voulu garder son bébé. Ça, j'aurais pas dû le juger parce que, évidemment, c'est son corps. Et chacun doit faire ce qu'il veut de son corps. Et si tu décides de l'avortement, il n'y a pas de problème. Et je suis pour que les femmes puissent faire ça et qu'elles puissent disposer du corps comme elles veulent. Sauf que là, je me suis dit, mais pourquoi t'as pris le bébé de quelqu'un d'autre alors que tu avais ta chance, en fait? Cette question m'a taraudée pendant longtemps et je me suis interdit de juger. Et de la laisser faire comme elle voulait, de jamais lui en parler, de jamais lui poser de questions, en fait. Et j'ai une de mes très bonnes amies qui a mis beaucoup de temps à avoir un bébé, que j'ai aussi beaucoup accompagné, et qui m'a dit, mais tu sais, t'es prêt à tout quand c'est le désespoir. Et elle me dit elle-même que pendant longtemps, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, elle se formait des scénarios dans sa tête de comment obtenir un bébé si elle n'arrivait pas naturellement. Dieu merci, elle a réussi naturellement à avoir son bébé. Magnifique petite fille. Elle me dit on est prêt à tout. Et je dis oui, mais on est prêt à tout, n'excuse pas tout en fait. Et par rapport à ton estime de toi-même, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a un avant-après? Oui, il y a un avant et un après, clairement. Il y a la petite fille très peureuse qui disait tout le temps oui, pour se faire accepter, pour faire plaisir et pour éviter le rejet. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé mon estime et ma confiance. Ça se ressent aussi beaucoup dans le travail. J'ose faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de projets. Et surtout, je pense que je sais dire non. En fait, pour me respecter moi-même et me dire, ouais, en fait, là, je suis ancrée aujourd'hui. Maintenant, je peux dire non et j'assume ce non et je n'ai pas peur qu'on m'aime moins ou qu'on me rejette. Et ça, je pense que ça change beaucoup de choses dans la relation avec mon mari, avec mes enfants. Toujours très aimante, évidemment, mais quand c'est non, c'est non. Et c'est beaucoup plus simple.
Et je me dis, ouais, en fait, tu as le droit. Ouais, en fait, tu dis non là, mais ça change rien. Ils vont pas moins t'aimer pour autant, ils vont pas forcément te rejeter, tu vas pas être abandonné. Et ça, c'est tout le travail que j'ai fait justement là-dessus, quoi. Tu te sens légitime. Et je me sens légitime à nouveau, ouais. Mais tu vois, 38 ans plus tard, et c'est tout récent ça, ouais. Depuis que je suis allée au Liban, justement, ça m'a apporté de la légitimité, ça m'a installée dans une identité. Alors même si elle n'est pas encore complètement connue et que j'ai pas encore toutes les réponses à mes questions, il y a quand même une grosse partie qui a été comblée en faisant ce voyage. Et ouais, je pense que c'est bien ça, ouais. Et je suis contente de ça, parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis à nouveau. Et le fait de discuter avec toi comme ça aujourd'hui, ça installe encore un peu plus le côté libanais, les origines, l'identité, où je me dis, ouais, en fait, j'ose enfin exprimer au grand jour qui je suis, ce que c'est moi, quoi, tu vois. Bah oui. Et ça, c'est hyper important. Et je te remercie beaucoup justement de me donner aussi, l'opportunité de faire ça, parce que c'est génial. Et sans appréhension et sans stress, parce que de la bienveillance. Et ça, c'est rare aussi. Donc, merci pour ça. Bah, merci à toi, c'était trop bien cette interview. Oui, j'ai bien aimé aussi. Et j'espère que ça t'aidera et que tu iras au bout de tout. J'espère. On verra bien ce que la vie m'apporte, effectivement. Ouais.